Bonjour. Qui es-tu et où sommes-nous? Alors, je suis Stefano Venturin, nous sommes au domaine Mavel, là où on produit le whisky PM. Du whisky corse donc. Du whisky corse, tout à fait. Nous sommes sur l'île de Beauté, nous sommes un petit peu au centre, à peu près 1 kilomètre de la plage. Et d'où ça vient cette idée de produire du whisky en Corse? Alors, l'idée de produire du whisky en Corse, c'est une rencontre entre mon père et Dominique Hermel-Sialel, qui sont les propriétaires de la brasserie Pietre, qui eux ont créé en même temps que nous, quand nous on a créé la distillerie, eux ont créé la bière corse, la Pietre. Et après quelques discussions et une rencontre où on a aimé échanger, on a décidé de voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc ils avaient la brasserie, on avait la distillerie. On a décidé de se lancer dans la distillation de céréales, donc de brassins pour faire un whisky. D'accord, d'où le nom P et M. D'où le nom PM, P pour la brasserie Pietre et M pour la distillerie Mavé. D'accord. Et ça fait longtemps que vous distillez du whisky ici? Alors nous, on a commencé fin des années 99. Les premiers brassins nous ont été livrés en 99, puis distillés tout de suite et mis à vieillir fin d'année 99. Donc à l'échelle française, vous êtes dans les précurseurs? On est exactement les troisièmes. On est la troisième distillerie française à avoir distillé et fabriqué du whisky. Alors, moi, on s'est mis au whisky, je vous dis vraiment, cette rencontre a été décisive parce qu'on a côtoyé des gens qui appréciaient un produit. Nous, on faisait déjà des alcools, on aimait travailler différents fruits. Et là, c'était un challenge, c'était un produit qu'on aimait à boire. Hein. Déjà, faut aimer ce qu'on fabrique. Bah oui. Et puis voilà, c'était de se dire, tout le monde nous disait c'est pas faisable, c'est impossible, on peut pas. Quand ils ont lancé la bière, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est une des plus belles réussites. Quand on a lancé la distillerie, qu'on a dit qu'on allait faire des produits de qualité, tout le monde nous a dit c'est impossible. Aujourd'hui, on arrive à en exporter un petit peu partout dans le monde. Et surtout, c'est des produits qu'on aime déguster. Et voilà, donc on était toujours sur ce côté-là où on avait envie de faire quelque chose en adéquation avec ce que faisait Dominique Hermel-Sialel. Et on a voulu faire un projet en commun et montrer qu'en Corse, on pouvait unir deux savoir-faire pour faire quelque chose de qualité. Et c'est ce qui a guidé cette envie de faire du whisky. D'accord. Moi, du PM, je connais le 7 ans d'âge, le single malt, mais on m'a dit qu'il était presque en rupture de stock. Alors le Donc 7 ans d'âge, qu'est-ce qui va sortir bientôt pour le remplacer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? alors en fait, on va sortir un single cask, on espère pour Noël ou pour mars. Il n'y a pas de date prévue, hein. On va attendre qu'il soit vraiment à son apogée. Aujourd'hui, c'est un produit qui a plus de 14 ans. On pense que c'est un produit qui va sortir en brut de fût. Donc ça sera limité à peu près à 300 bouteilles, puisqu'il y a un seul fût de 200 litres. Derrière, il y a le single malt qui est en rupture. Aujourd'hui, c'est un produit que quand nous le mettons sur le marché, à peu près 2 mois après, est en rupture. Alors, il est très vite en rupture chez nous au domaine parce qu'on privilégie le réseau de cavistes qui nous a fait connaître au tout départ. Donc, c'est ces gens-là chez qui on veut que les gens puissent le retrouver. On peut en retrouver un petit peu sur le continent. Il en reste encore donc chercher certains cavistes. Après, il y a un produit que nous avons lancé cette année qui est le PM Vintage, qui est un blend qui est composé de maltes qui ont jusqu'à 14 ans. Donc pareil, mais celui-ci a été un succès, si je peux dire, puisqu'il a été très vite en rupture. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nos produits on peut les trouver les 3 mois après leur lancement. Après, c'est des produits qui sont, du fait que ce soit des produits de qualité et des produits qui sont en série limitée, on ne peut pas en fournir toute l'année. Le whisky, c'est ce qui nous plaît, c'est vraiment ça qui aujourd'hui nous motive, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire le tour, ni nous, ni les générations qui vont venir derrière, parce que le vieillissement, le lieu de vieillissement, le coupage à l'eau de source, le fût suivant ce qu'il a contenu précédemment. Donc voilà, tout est modifié, tout est modifiable et il n'y a que le temps qui va nous permettre les essais qui nous diront vers quoi on va et on pourra toujours le modifier, toujours chercher quelque chose de nouveau, se faire plaisir. Ah bah justement, ma question par rapport au fût, vu qu'on est en Corse, est-ce que vous utilisez exclusivement des fûts corses ou en majorité Alors aujourd'hui, on n'utilise plus que des fûts qui ont contenu des vins corses. Mais on ne s'empêche pas de faire des essais sur autre chose. Quand mon père a commencé et qu'on n'y connaissait rien, je ne dis pas qu'on y connaît beaucoup plus aujourd'hui, mais on avait fait des essais sur des fûts de XO Sant'Anda, sur des fûts de Sauternes. Et très vite, ce n'est pas la chose sur laquelle on voulait aller. C'était des bons produits, mais il nous manquait cette typicité, cette identité et cette envie de mettre d'autres personnes en avant et de lier quelque chose avec des gens de l'île. Donc on s'est très vite tourné vers un type de fût en particulier, et un tonnelier, qui est le tonnelier Seguin Moreau, mais surtout un fût qui a contenu ou du vin blanc ou du muscat de patrimoine et du domaine Jean-Paul Gentil. Ça, c'est la trame, c'est la colonne vertébrale de notre whisky, de la gamme PM. Par contre, après, voilà, il y a des vieillissements en fût d'Alcède, des vieillissements en fût. Donc Alcède, c'est un vigneron qui a le vignoble le plus haut de Corse, c'est chez les frères Albertine. Des fûts, aujourd'hui, on fait des essais sur des fûts qui ont contenu du vin rouge, des fûts qui ont contenu d'autres vins d'autres viticulteurs.
Donc vraiment, voilà, aujourd'hui, l'avenir nous dira si on avait tort ou raison. En tout cas, si on le fait, on pense qu'on a raison dans le sens où on va créer une nouvelle palette aromatique, en tout cas amener aux consommateurs de nouveaux goûts sur un type de produit. Alors là, actuellement, ce qui est à la vente en PM, mais encore plus pour longtemps, c'est le vintage, c'est ça, mais en fait, c'est victime de son succès, ça part très vite. C'est sorti cette année, c'est victime de son succès. Alors aujourd'hui, on a de la chance, c'est que tous nos produits, que ce soit le single malt ou même d'autres produits de la distillerie, la liqueur de chocolat, enfin des produits qui sont faits en très petite quantité. Le single malt, ce ne sont que 3500 bouteilles par an. Donc on l'a mis sur le marché au mois de mars, on a été en rupture au mois d'avril. Donc on n'en a même plus ici, on peut en retrouver un petit peu sur le continent. Là il y a le vintage qui est sorti cette année, qui est un assemblage, qui est un blend, avec des maltes qui ont jusqu'à 14 ans. C'est un produit qui a été très vite victime de son succès et aujourd'hui voilà, on n'a plus que ces quelques bouteilles. C'est un produit qui est numéroté, pareil, on peut voir sur l'étiquette la numérotation de chaque bouteille. On va abandonner les autres. Ouais, t'as vu. Ils ont peur d'être à la caméra. Je vais me venger. C'est quoi cet alambic là? Il a une histoire par rapport à la maison? Ouais, ça c'est le tout premier alambic sur lequel j'ai distillé. C'est l'alambic sur lequel a commencé mon père. Donc c'est avec cet alambic là qu'on a fait nos premières eaux de vie de fruits. Et la toute première c'était l'eau de vie de prune, avec laquelle on a gagné le concours général agricole. Et ça c'était dans quelles années? C'était en 96. 96, d'accord. En 96. Et cet alambic, vous l'avez acheté d'occasion? C'est un alambic charentais. Alors il y en avait deux. Là il ne nous en reste plus qu'un. Un était un alambic qui traînait dans la famille, qui était là depuis des décennies. Ouais. Et après on a commandé un autre à Monsieur Charadia, qui était à l'époque le fabricant de ces alambics. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Alors ici c'est la salle produit fini. Donc on voit ces cuves de 1600 litres dans lesquelles on garde nos produits avant de les mettre en bouteille. Donc on voit ces petites cuves, des petites capacités. L'idée de la distillerie au départ c'était vraiment de faire que des produits de qualité, se faire plaisir et essayer d'exporter la plus belle image de la Corse, être une vitrine de ce qui peut se produire en Corse. C'est pour ça qu'on peut trouver beaucoup de cuves de petites capacités parce qu'on fait des très petites séries sur des fruits corses. D'accord. Et vous faites combien de produits différents, tu le sais? Tu as un chiffre? Alors nous on n'est pas trop dans les chiffres. Si on est amené à goûter un produit, on essaie de le transformer en eau de vie ou en liqueur parce que ça nous plaît. Après on a une vingtaine de fruits différents. Ça va des fruits typiques myrte, cédra, châtaigne, donc le fruit vraiment typique corse, à la poire Williams, à framboise, maintenant le whisky, limoncello, des vins apéritifs. En fait, nous, ce qui nous motive vraiment, c'est la qualité du produit, le goût du produit. Donc après, peu importe le fruit ou le produit au départ. C'est vraiment, on essaie de développer quelque chose qui va plaire au palais, au nôtre et à celui du plus grand nombre, et trouver toujours un partenariat avec un chocolatier, un brasseur. C'est vraiment l'aventure et le fait de faire quelque chose de nouveau qui nous intéresse. D'accord. Donc là, les cuves qui sont autour de nous, c'est pas le produit fini. Là. Alors non, là c'est la salle, ce qu'on appelle nous la salle des fruits. En fait, c'est la salle où on reçoit, on nettoie les fruits, on les pèse et après on les met en macération. Donc là, on est encore sur des cuves encore plus petites. On voit celles qui sont ouvertes, c'est de 270 litres. Donc nos macérations sont faites dans des cuves voilà, qui sont très très petites au niveau du monde de la distillation et des distilleries. On travaille du fruit essentiellement corse, bio. Alors on ne cherche pas forcément l'appellation bio. On est en Corse, il n'y a pas de pollution, mais on cherche des produits de qualité. Donc sur le cédra, on a des cédras bio. Sur la myrte, c'est de la myrte sauvage. La châtaigne, par exemple, c'est des châtaignes séchées au four à bois. Et c'est des fruits qu'on met ou en macération ou en fermentation pour en tirer le meilleur du fruit. D'accord. C'est une cuve spécifique. Par exemple, cette cuve, on met en macération que la châtaigne. On a réussi à l'acheter il n'y a pas longtemps. C'est une cuve qui est thermorégulée, qui en fait a un système de pale intérieure qui tourne très 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 doucement. Il peut tourner d'1 centimètre toutes les 24 heures. Ah ouais, Après, on peut le faire aller plus vite, nous, c'est pas l'intérêt. Et justement, nous, notre façon de travailler, c'est que le fruit, il macère, quand c'est un fruit qui est en macération, il macère dans sa cuve. Quand il va dans l'alambic, on veut qu'il aille entier, qu'il ne soit pas abîmé, qu'il n'ait pas été coupé, cassé, qu'il ne soit pas devenu poudre. Donc le but, c'est vraiment qu'il aille, comme quand on l'a rentré en entreprise, mais chargé en alcool, dans l'alambic. Et c'est pour ça qu'on avait acheté cette cuve pour faire la liqueur de châtaigne. Donc voilà, c'est une cuve, c'est une 10 000 litres. On fait une fabrication par an, elle sert 6 à 8 semaines dans l'année.
mais elle est vraiment adaptée pour ce produit. Après, on l'a surélevé pour que le fruit tombe, pareil, dessous on a la pompe, on a un conquet. Le fruit tombe direct dans la pompe et il est envoyé directement dans l'alambic. Ça sent bon le citron. Hein? Ouais, les citrons, c'est des citrons bio. Donc qu'on reçoit frais. Et en fait, dès qu'on les reçoit, ils sont épluchés, comme on épluche les pommes de terre, avec un économe. Et voilà, ils sont épluchés très fins. Donc ils sont mis tout de suite en macération. Tu peux nous expliquer vite fait, de manière rapide, la macération, en quoi ça consiste? Alors la macération, elle consiste à extraire les arômes du fruit. Donc le but est de capter le meilleur du fruit quand il est mis en macération. Donc tout simplement, on récupère les fruits, on les épluche très rapidement. Toutes les demi-heures à peu près, on met le fruit en macération dedans. Là, dans une cuve comme ça, il y a à peu près 250 litres d'alcool de citron de l'année précédente, dans lequel on remet à immerger les zestes, les épluchures. Donc dans cette cuve, il y a l'équivalent d'à peu près 200 kg, 220 kg de citron. C'est-à-dire qu'il y a 20 kg de zeste. Pour faire 1 kg d'épluchures, de zeste, il faut à peu près 10 à 11 kg de fruits. Donc c'est-à-dire que dans 250 litres, on a l'équivalent de 220 kg. D'accord. Et c'est ce qui fait que nos produits sont, je vais dire, très bons. En tout cas, comme on les aime, parce qu'il y a beaucoup de fruits et qu'on a des fruits qui sont gorgés de soleil, gorgés d'arômes. C'est vraiment ce qui fait la qualité de nos produits. Donc, tout ça, on le voit. Et l'alcool de citron qui remplit la cuve, là, en fait, il a été distillé dans ton alambic? Il a été distillé dans notre alambic l'année précédente. D'accord. Donc là, on voit, et après, au fur et à mesure que l'épluchure passe du temps dans le liquide se colore et prend le goût du fruit. Donc là, on le voit, il commence à devenir jaune pâle. D'accord. Et ensuite, il y a un autre traitement, il va être coupé à l'eau, c'est ça? Parce que je vois qu'il a 60 là. Voilà, alors donc, il y a deux process. Pour la liqueur, on récupère le jus, on rajoute de l'eau de source corse et du sucre, on fait de la liqueur, tout simplement. Pour l'eau de vie, on prend les épluchures qui, elles, se sont gorgées d'alcool, elles ont donné de l'arôme, du goût, se sont gorgées d'alcool. Ces épluchures sont envoyées dans l'alambic, on les distille et on obtient de l'eau de vie de citron. D'accord. Et est-ce que tu rajoutes quelque chose d'autre que les épluchures dans l'alambic? Non. Non? C'est 100% fruits. Sentez les deux, c'est tellement puissant pour sentir. C'est clair. Donc là, on est sur la myrte sauvage. Hum. Et là, on est sur de la châtaigne, mais séchée au four à bois. Alors j'insiste sur le fait de sécher au four à bois, parce que c'est une recette qu'a mis en place notre père. C'est un petit producteur qui nous fait ça. On approvisionne tout chez le même producteur. Et on voit, je vous expliquais la cuve. Vous avez vu, je vous expliquais que la cuve, les châtaignes étaient à l'identique de quand elles rentrent dans la distillerie. Vous les voyez, elles sont toujours entières, elles sont toujours fermes. On voit que la châtaigne se gorge d'alcool. C'est fort. Regardez. Hop là. Ouais. Normalement, ça se mange pas comme ça, mais on voit. Et voilà, c'est bien dégueulasse. Non, on voit que la châtaigne, elle est vraiment entière, qu'on a toujours. Elle est immergée, on le ressent bien. Et puis c'est gorgé d'alcool. Et on sent ce petit goût fumé du séchage au four à bois. Est-ce que la myrte, la liqueur, ou c'est de la liqueur que tu vas faire ensuite ou Non, c'est eau de vie et liqueur. Les deux. Le liquide va faire la liqueur, donc on voit la couleur là, si je prends là. Et est-ce qu'on peut dire que la myrte, historiquement, c'est le premier produit que vous avez fait à Mavela Non, alors le premier produit qu'on ait fait, c'est l'eau de vie de raisin. Non, alors le premier produit, je dis une bêtise, c'est l'eau de vie de prune et après l'eau de vie de raisin. Ok, vous avez commencé par la prune. Ouais, on a commencé par la prune parce qu'il y avait énormément de pruniers sur l'île. Les prunes étaient vendues aux pruneaux d'Agen. Et c'était à l'époque du riz à cuire, c'était à l'époque où on voulait recréer de l'économie, refaire des choses en Corse. Donc mon père s'est lancé là-dedans. Et très vite après, il allait sur les fruits typiques. D'accord. Et est-ce qu'il avait un passé de distillateur à l'origine ou Non, il avait plutôt un passé de consommateur. De consommateur. Et du coup, ça lui a donné envie de... Ah, ça lui plaisait, donc il a voulu partir là. Il a hésité au départ entre faire des yaourts et de l'alcool, puis très vite il a choisi l'alcool. D'accord, ok. Non, c'est cool. D'accord. On arrive devant le bébé. Vous sentez l'odeur de myrte? Il y a de la myrte ici ce matin, c'est ça? Ouais. Moi, je sais pas, parce que je suis un peu trahi par l'odeur de la cuve qui était là-bas. Du coup, j'ai encore ça dans le... Ouais.
Alors voilà, là on est devant ton alambic. Hmm. C'est ton père qui l'a acheté à l'époque? Ouais, c'est mon père qui l'a acheté, qui a mis longtemps avant de l'acheter, qui le voulait absolument. D'accord. Il est de fabrication allemande? Ouais, c'est un Arnold Holstein, de fabrication allemande. En fait, notre entreprise est un peu liée avec l'entreprise Meyer, Hmm. qui lui aussi maintenant fait du whisky. Moi, j'ai été formé par le père Meyer, par Jean-Claude Meyer, sur les eaux de vie. Hmm. Et après, on a essayé tant bien que mal de les former un petit peu sur le whisky, parce qu'eux, aujourd'hui, font un whisky alsacien. L'idée était à l'époque de se rapprocher des meilleurs distillateurs français. L'entreprise Meyer était une des plus primées. Voilà, on allait visiter ensemble en Allemagne ce fabricant qui aujourd'hui fait l'alambic le plus réputé au monde, qui est le Nec Plus Ultra, que ce soit pour la distillation de fruits ou de whisky, enfin de céréales. Donc on a voulu vraiment prendre la machine qui allait exalter au mieux les arômes des fruits qu'on allait travailler. D'accord. Et on dit que c'est un alambic à colonne ou un alambic... on dit quoi? C'est une colonne ça? C'est les deux. C'est les deux. Ouais, Voilà. c'est bien ce qui me semblait. En fait, cet alambic, l'avantage qu'a cet alambic et sa qualité, c'est que les vapeurs d'alcool touchent environ à 95% du cuivre. Pour faire un bon alcool, on va simplifier, je dirais, pour faire un bon alcool, il faut que les vapeurs touchent du cuivre pour que tout ce qui est pur reste vapeur et tout ce qui est impur se reliquéfie. Et le gros avantage, c'est ce qu'on appelle le nid d'abeille, donc qui est dans l'alambic, c'est le dernier cylindre qu'on voit, qui permet en une passe d'avoir le résultat qu'on aurait sur d'autres alambics en 3, 4, 5 passes. Voilà. Aujourd'hui, les distillations sont des distillations où on obtient à peu près 80 litres d'alcool, qui sont très longues, qui peuvent aller de 8 à 12 heures, mais le résultat obtenu est un produit de qualité, de très très grande qualité. Donc ici, vous faites une passe. Ici, Avec on fait qu'une avec passe. ce genre d'alambic, Tout à fait. ça suffit largement. D'accord. Tu distilles toujours à la même période du whisky ou alors ça dépend? Oui? Le whisky, toujours à la même période. Whisky, parce qu'en fait, on travaille avec la brasserie Piètre, qui fait la bière corse, qui nous fait des micro-brassins de 10 000 litres à peu près. Et on travaille sur la période de mi-octobre à mi-décembre. Et pendant cette période-là, on fait que le whisky. C'est-à-dire qu'on met vraiment toute l'entreprise au rythme de distillation de whisky. Ça va de la réception du brassin, du wash, distillation, stabiliser les produits, les mettre en fût. Donc voilà, c'est vraiment, sur ces 2 mois de l'année, on fait que du whisky. D'accord. Nous, quand on fabrique un produit, on regarde déjà que ça nous plaise à nous, en premier. Voilà. Après, on fait venir ou des sommeliers, ou des chefs cuisiniers, ou des amis, des amateurs. On fait déguster, on échange, et après on voit sur quoi on va orienter le produit. Et ça nous est arrivé de faire des essais. Nous, on est quand même très jeunes dans le monde de la distillation. On a commencé en 90, on s'est perfectionné en 95. Le whisky, ça a commencé en 99. Et en fait, on n'a pas voulu reproduire les codes du whisky, c'est-à-dire ce qui se faisait, ce que faisaient les Écossais, les Irlandais. On a dit voilà, nous on va essayer de faire un produit sur la trame whisky, mais comme on aimerait pouvoir le déguster. Donc vraiment, on est guidé par le goût. Et après, voilà, c'est pour ça qu'on fait vieillir en fût de muscat, c'est pour ça qu'on va faire des essais en fût de vin rouge. Donc vraiment, on goûte et suivant la qualité, suivant ce qu'on trouve dans le produit, on lui donne une orientation ou une autre. Ouais, pour apporter aussi une touche corse, un truc qui Alors, votre savoir-faire. on peut appeler ça une touche corse, mais nous vraiment c'est une touche qualitative et faire quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a aucun intérêt à reproduire ce que quelqu'un fait déjà. Donc on a pris les bases et après on le développe différemment. C'est quoi l'historique de ce lieu? Pourquoi vous êtes venu à cet endroit-là? Alors au tout départ, quand ils ont commencé à faire des produits, c'est vrai que personne n'aurait choisi ce lieu. Je me rappelle qu'on traitait mon père de fou parce que c'est un lieu qui est loin de la nationale. Lui, il a voulu s'implanter au milieu des vergers, au milieu de la nature corse, vraiment au milieu de tout ce qui se faisait de produits agricoles de qualité. Et on s'est retrouvé là au milieu des vignes, des pruniers. C'était une ancienne cave viticole, ce qu'on appelait en Corse les anciennes caves des rapatriés d'Algérie. Donc dans ces caves, au tout départ, ils étaient fabriqués un produit chaptalisé, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de raisin, beaucoup d'eau, beaucoup de sucre. Et c'était un produit de négoce qui était de très mauvaise qualité. Et papa, à cette époque-là, voulait prendre le contre-pied et se dire, voilà, nous ici, on va montrer qu'on peut faire ce qui se fait de mieux sur l'île et autres. Et voilà, donc on s'est retrouvés ici. C'est une ancienne cave désaffectée, complètement abandonnée. Et petit à petit, il a commencé à tout refaire, puis à grandir. Après, il a voulu faire un petit clin d'œil, comme on est sur la commune d'Alire, c'était la capitale des Romains à l'époque en Corse. Donc on a fait cet amphithéâtre, ces escaliers en forme d'amphithéâtre, dans lesquels on a amené des fois à donner des concerts. Mais voilà, c'est un lieu qui est tourné vers la qualité, vers l'accueil et le partage de bons moments. Donc c'est ce qu'il a voulu faire en construisant ce lieu et en mettant l'alambic en vitrine. D'accord.
Tu es vraiment dans un... C'est vraiment la cave viticole. D'accord. Mais c'est pas que les domaines qui sont autour qui venaient ici, c'est tout. Ah si, c'était qu'un domaine. À l'époque, voilà, c'est ça. Le problème des caves comme ça, il y en avait une vingtaine sur la ligne droite qui monte à Maison Pirage, il y avait une vingtaine de caves. C'est ce qui a fait le scandale des rapatriés d'Algérie en Corse. C'est parce que bon, l'État les avait financés, eux ils n'y étaient pour rien, mais c'est l'État qui avait financé. Ils faisaient un produit qui était de très mauvaise qualité, qui donnait une très mauvaise image de ce qu'on pouvait faire en Corse. Voilà, c'est une des dernières qui reste en l'état. La personne qui avait ce domaine, par contre, était quelqu'un qui était très apprécié. C'est une des dernières qui n'a pas été rasée, plastiquée. Nous, après, on l'a récupérée, on l'a transformée, mais elle était déjà elle était arrêtée, quoi. La cave ne fonctionnait plus. C'était un bâtiment désaffecté. D'accord. Donc là, on peut voir les portes qu'on a repeint. Chaque porte, en fait, derrière chaque porte, il y avait une cuve à vin. Ok. Et là, on arrive dans ton chai. Alors là, on arrive dans une partie du chai, oui. Et après, il y aura le deuxième qui est en construction, qui est délocalisé d'ici, qui est quelque chose qu'on voulait faire depuis des années, où on a réussi à acheter il y a très peu de temps. Donc là, on va trouver tous nos plus vieux whiskies, des whiskies qu'on a commencé à distiller en 99. D'accord. On peut dire quoi à propos de ce chai? C'est un chai tempéré ou c'est un chai avec beaucoup de différences de température? Alors non, nous l'avantage c'est que comme vous voyez, donc là c'est un mur intérieur. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces pièces, on voit encore, il y a le haut de la cuve, on voit que ce sont des... Ça c'était une seule cuve à vin. Donc on voit que les murs intérieurs font plus de 22 cm de béton armé et les murs extérieurs, comme on voit là-bas, on le voit au milieu, font plus de 40 cm. Et comme on est enterré, on a des hausses et des baisses de température, mais qui sont, je dirais, progressives. On n'a jamais, il ne fait jamais très froid ou très chaud dans le chai. Et l'hydrométrie est constante. Donc voilà, nous, au niveau du vieillissement, c'est quand même optimum. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a des grandes ouvertures, que ce soit la porte, tous les aménagements. Donc ça permet aussi un échange d'arômes. Comme on est au cœur du maquis, on ressent, par exemple au printemps, la forêt d'eucalyptus qui est autour. Enfin, ça fait quand même un très bon mélange d'arômes. D'accord. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu et où sommes-nous? Alors, je m'appelle Jean-Paul Gentil, je suis vigneron œnologue et nous sommes dans ma cave, donc à Saint-Florent, au milieu de l'aire d'appellation patrimoine. D'accord. Et donc, toi, ta spécialité, c'est le vin? Oui, ouais, c'est la vigne et le vin. D'accord. Donc, on essaye de travailler de façon très propre et de façon très éco-responsable à la vigne et nous faisons du vin bio donc dans nos caves. Qu'est-ce que le vin va apporter au fût d'important qui pourrait intéresser après pour l'élevage d'un whisky? Donc, je ne suis pas spécialiste véritablement, donc même pas du tout donc des whiskies, hein, donc Ouais. je suis par contre amateur. Et c'est vrai que par rapport donc à ce que je propose au niveau des fûts utilisés, donc il y a deux apports principaux, donc à la fois le côté couleur, donc le fût peut amener une couleur intéressante, une couleur particulière donc au whisky, et bien sûr le côté aromatique, c'est évident. Donc en fonction de s'il y a eu du muscat, s'il y a eu du vin rouge, s'il y a eu du vin blanc, il y a des arômes qui apparaissent, des arômes différents qui apparaissent dans les whiskies futurs. Chez moi, donc, je n'utilise pas énormément de barriques, j'utilise un seul type de barrique, une seule origine. J'essaye d'avoir les meilleurs bois possibles. Parce que bon, je sais c'est pour mes cuvées haut de gamme, donc je ne lésigne pas, je ne mégote pas, je prends des bois avec le meilleur potentiel possible. D'accord. Mais on peut peut-être aller voir, Bien sûr. aller voir tes fûts. Donc là, les fûts, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Je vais recevoir les fûts pour le millésime 2015 d'ici un mois.
D'accord. Voilà. Donc parce que les vins d'abord fermentent en cuve de macération Hmm. et ensuite, une fois de macération et de fermentation, une fois que la fermentation est terminée et qu'on a fait un premier soutirage pour relativement clarifier le vin, donc le vin passe on les met dans les barriques. Donc ça sera fin octobre, début novembre. Parce que ça, c'est pas un stade obligatoire pour le vin, par contre, de passer Le- d'un fût en bois. Contrairement au whisky qui, pour s'appeler whisky, il faut qu'il passe au moins 3 ans dans un fût. Est-ce que le vin a cette obligation? Non, pas du tout. Pas du Ouais. tout. Le vin, il y a énormément de contenants, hein. Donc il y a la cuve inox, bon après il y a les cuves époxy, mais qu'on n'utilise pas du tout, les cuves béton, tout type de béton, et bien sûr après le bois. D'accord. Comme par exemple, ça ce sont des cuves, on appelle ça c'est des cuves tronconiques, c'est tout en bois, ils sont pas des. Par contre, je ne les change pas. Ouais. Donc tous les ans, j'utilise les mêmes par rapport au fût, où le principe du fût, c'est quand même essayer de les changer tous les ans, 2 ans maximum. Si je dois faire du blanc, pour moi, j'utilise qu'une seule fois. Ouais. Là-dedans, donc ce rouge, il y a eu une utilisation en blanc et une utilisation en rouge. Si je mets du muscat, une utilisation en blanc et une utilisation en muscat. Et après, par exemple, les barriques qui sont en voie, donc le bois est beaucoup plus vieux au fond, là, je peux les utiliser 15 ans. D'accord. C'est un produit spécial, c'est un vin doux qu'on appelle le rap chez nous. Et c'est élevé non houillé. Non houillé, c'est-à-dire que je ne remplis pas la barrique. Si les anges viennent pour boire, eh ben, je laisse boire et puis je ne remplis pas. Donc D'accord. même s'il y a beaucoup moins d'oxydation ménagée, il y a toujours cette oxydation par rapport à. Bon, c'est pas un élevage sous voie comme les vins du Jura, etc. Mais il y a donc ces non houillés. Tu peux t'aider aussi. Tu vois, les bonbons, ils vont parler. Et il va en falloir, ouais, ça déguste. Pour en revenir à tes single casques, est-ce que ils vont être réservés au public corse ou parce que ça va être très limité, il va y en avoir très peu, ça va se passer comment? Il va falloir faire comment pour pouvoir goûter? Alors, c'est peut-être un peu particulier, mais non, réservé au public corse, pas forcément. Nous, en fait, quand on a commencé, il faut s'imaginer qu'on est dans les années 99, on doit être la 3e distillerie française à se lancer dans le whisky. On a été pris un petit peu pour des extraterrestres. Au tout départ, on a même été critiqué avant d'être encensé. Et nous, ce qu'on fait, c'est je dirais après, on va dire que c'est pas typique à la Corse, mais en tout cas chez nous, c'est comme ça. C'est que nous, il y a des gens qui nous ont aidés au démarrage, qui ont cru en nous. Et ces gens-là, que ce soit ces cavistes, ces restaurateurs, c'est des gens qui ont goûté notre produit, qui l'ont apprécié et qui l'ont vendu alors qu'on n'était pas connus et voire même critiqués. Et c'est ces gens-là qu'on va privilégier. Nous, je veux dire, à un moment donné, dès qu'on met sur le marché nos produits, on n'en a plus à la vente sur le domaine. Par contre, on le retrouve sur le continent ou à l'export chez différents cavistes ou revendeurs parce qu'on fait, nous, l'effort et on trouve ça normal. Pour nous, ce n'est pas un effort, c'est vraiment la normalité que de leur donner à eux le produit parce que c'est vraiment eux qui nous ont fait connaître, eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Et voilà, aujourd'hui, pour nous, c'est la base. Donc c'est vrai que sur un fût d'Alcet, il va y avoir très peu de quantité. On va avoisiner les 300 bouteilles. Ce seront ces gens qui nous ont aidés au départ qui auront le produit à la vente. Alors, celui-là, c'est le, je veux pas écorcher le nom. Alcet, Ouais, la famille Albertine. Ouais. Donc ça, c'est notre plus vieux whisky. Ce whisky a 14 ans. Donc il a d'abord vieilli dans les fûts du domaine Jean-Paul Gentil. On en revient à l'ADN, la colonne vertébrale du PM, je dirais. Et après, on a fait une finition en fût d'Alcet. Et on voit que le vieillissement change complètement la palette aromatique du produit. C'est vraiment surprenant. Après, moi, je suis plus sur l'odorat. Moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est d'aller chercher, d'extraire tout ce qui est odeur. Plus qu'en bouche. Ouais. Les ans de repas vont être plus sur le palais. Nicolas, lui, va être plus sur la finaison. C'est vrai que l'avantage de déguster à plusieurs, on peut faire des assemblages et on recherche pas forcément la même chose. Donc après, c'est assez marrant. Là, au nez, en tout cas, il est plaisant. Hein, je sais pas, t'arrives à sentir quoi, toi, quand tu le sens, juste au nez? Moi, je suis plus sur les épices, un peu menthol, un peu poivre. Je
suis assez rond aussi. Après, quand je l'ai en bouche, c'est plus poire, abricot, herbacée. Voilà, ce que j'aime, c'est que quand je sens, déjà, j'ai pas du tout le côté alcoolique, j'ai pas d'alcool. Je suis pas agressé. Pourtant, c'est un produit qui est haut en degré. Je suis pas du tout agressé. C'est vraiment quelque chose je peux le sentir pendant des heures, être là. Moi, je trouve plutôt sec. C'est un produit assez sec. Nous, les whisky, on est. Voilà. Par contre, en même temps qu'il est sec, je dirais qu'il est épais. Il a de la teneur. C'est pas un produit qui va arracher complètement. C'est vraiment, on est sur quelque chose de soyeux. Puis il est dur. Hein. Mais c'est bon. C'est vachement bon. Moi, l'idée que je me fais d'un whisky, c'est de mettre longtemps à le boire, d'être assis dans un endroit agréable. Ça peut être un beau canapé, ça peut être une chaise à bord de mer, ça peut être un endroit où on est bien, où on a envie de se prélasser, de passer un moment et de temps en temps prendre une gorgée. Voilà. On fait souvent le rapprochement entre un cigare et un whisky. C'est l'état d'esprit dans lequel on consomme. Pour moi, c'est un produit que je bois sans glace et que je mets longtemps à boire. Vraiment, j'apprécie petit à petit autour d'une bonne discussion ou en fin de repas avec des amis. Voilà, lui, il ira vraiment bien en digestif. Voilà, nous, c'est vraiment sur digestif. Voilà, c'est vraiment sur du digestif, sur un prolongement de soirée. Vraiment. En tout cas, il est chouette. Donc ça, c'est le vin rouge. Ça, c'est un fût qui a contenu un vin rouge. On va voir de suite après. Ça reste assez proche. Ça reste assez proche. Après, on va en prendre un qui est un peu plus jeune. Je vais me prendre un peu. Oh, ça, j'espère que ça a été filmé. Hein. Ouais. On va faire croire que c'était fait exprès. Hein. Là, par contre, c'est un produit qui est beaucoup plus jeune. Oui. Enfin, qui est plus jeune, qui a le même âge, mais qui est en vieillissement dans son fût depuis beaucoup moins longtemps. Voilà, son finish est plus jeune. Son finish est plus jeune. Celui-là, il a un an. Il faudrait que je vérifie l'ordinateur, mais je pense qu'il a à peu près un an et demi. Et là, par contre. Eh oui. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Il a aussi un an et demi dans ce fût. Mais là, par contre, on vient sur une couleur qui est presque rosée. Donc là, pareil, c'est un fût de vin rouge. Donc ce qui est fou, c'est qu'on a 3 nez. Tu as lequel, toi? Tu as le Moi, j'ai le vin rouge. Alors, tu as le vin rouge, le premier, c'est celui-là. On va faire comme ça. Je vais essayer de les mettre qui tombent. Non, on va les mettre là. C'est chaud, ouais, ça va. Non, pas de souci. Alors là, c'est le rouge, tu vas voir ça. Je te laisse te faire tenir par toi-même, mais après on discute, c'est complètement différent. Il est beaucoup plus doux, beaucoup moins cash dans il est plus brandy, il est plus eau de vie. J'ai l'impression qu'il est pas plus évolué, mais plus arrondi. C'est complètement, voilà. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, un whisky, enfin, on n'est pas des grands experts, mais nous, le peu d'expérience qu'on a sur le whisky, la céréale est importante. Nous, en l'occurrence, c'est la même pour toutes les distillations. Le brassin est le même. Après, qui va donner la différence, c'est quoi? L'eau de source. Donc, nous, c'est l'eau de source du col Saint-Georges, c'est une eau sans nitrate, qui ne produit pas de précipité, vraiment très très pure. Et après, c'est la finition au fût. Et ce qu'a contenu le fût. Et là où nous, on n'a aucune expérience, mais on essaie d'en acquérir, surtout de faire des essais. Aucune expérience pour des Français quand même, vous êtes... Ouais, mais on est parti avec l'expression, habiter le couteau, on est parti. Malheureusement, c'est cette expression, mais on a dit on va essayer. Et on avait un petit peu d'expérience sur les eaux de vie. Après, l'eau de vie de fruits, l'eau de vie de céréales, c'est pas du tout pareil. Le vieillissement n'est pas du tout le même. Ce qu'on apprend sur les tanins dans un fût, ce qu'on apprend sur ce qui se passe, je dirais, entre les échanges qui peuvent se faire par rapport à la taille du fût, par rapport au degré auquel on le met. Alors c'est vrai qu'heureusement que Nicolas, mon cousin, a rejoint l'équipe, et bon, dans son doctorat en chimie, c'est quand même quelqu'un qui est très instruit et qui, en plus d'avoir l'envie de faire ce produit avec son entreprise familiale et que ce soit un produit qui lui plaise, il y a toute la technicité, et c'est vrai qu'il nous fait évoluer très rapidement, et en tout cas il est très structurant.
Parce que nous, on peut goûter, dire on aime, on n'aime pas, mais lui, il va aller dans l'analyse du produit, il va prélever des échantillons, il va nous dire bon, on goûte à telle date. Et c'est vrai que depuis qu'il arrive, ça nous permet à nous vraiment de nous structurer, d'avancer. Ouais, c'est bien d'avoir des types comme ça, parce que si tu aurais que des gens comme moi, par exemple, je vais te dire ouais c'est bon, ouais c'est bon, ouais c'est bon, mais bon après qu'est-ce qu'il faut faire Ça c'est mon rôle. Voilà. Once here hanging under a green tree, my pen was dry next to my coffee. The clock is running on the kitchen shelf. My girl is wearing out with myself. A spider wire leaks from the desert sun. The hot breeze is draining every choking lungs. In this dry land, Coast Guards don't have no mailbox. Not the kind of place people go for detox, but the day goes on. Ba-da-da-ba-ba-ba. But the day goes on. Ba-da-da-ba-ba-ba. Ba-da-da-ba. The girl on the wall is lying with a pair of shoes. She's been building up the headline news, thinking about her dad outside